Allez, on va démarrer. Alors, désolé, c'est bon, on va faire avec ça. Normalement, on a le son. On est désolé pour le retard. En fait, on a Eric qui est malade aujourd'hui, donc on a mis un petit peu de temps pour mettre en place la technique. Mais du coup, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce numéro 32 des Expressions. Aujourd'hui, on va centrer la discussion sur le concept One Health. Donc encore une fois, merci à Yves qui a assuré la technique aujourd'hui avec une installation qui est toujours au top et qui permet donc d'être bien installé confortablement, d'avoir son café et puis de pouvoir suivre en direct sur YouTube. Aujourd'hui, on va accueillir deux intervenants, donc deux intervenants qui sont tous deux de l'ENSV. Amandine Gauthier qui est docteur donc, en sciences politiques à l'ENSV à France Vétérinaire Internationale. Et puis Sébastien Gardon, également docteur en sciences politiques, inspecteur de santé publique vétérinaire à l'ENSV VétaGrossup. Donc comme je le disais, on va parler du concept One Health. En fait, on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur ce concept en essayant de voir, en fait, au-delà du concept à la mode et du fait que tout le monde reprend ce concept à peu près toutes les sauces, de savoir en fait en quoi il est utile aujourd'hui et pourquoi il revient fortement sur le devant de la scène, alors qu'une critique qu'on peut faire régulièrement, c'est que finalement c'est pas nouveau, qu'on sait qu'il faut faire travailler les gens ensemble, que la santé vétérinaire, enfin la santé animale, la santé des écosystèmes et la santé humaine sont liées, ça on ne l'apprend pas depuis quelques années. Et du coup on trouvait ça très intéressant aujourd'hui de discuter avec vous deux, pour que vous puissiez nous apprendre en fait finalement ce qui se cache derrière ce concept One Health, quelles sont les différences avec aussi des concepts qui sont voisins, je pense à One Medicine, One Planet, etc., etc. Enfin, vous allez nous dire. Et donc, je vais laisser quelques minutes à Amandine pour se présenter et puis pour revenir sur la définition du One Health. Alors moi, je vais juste en donner une de définition. Je l'ai notée, je ne l'ai pas notée, je l'avais notée. Et voilà, c'est une approche intégrée qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des hommes, des animaux et des écosystèmes. Ça, c'est la définition qui est généralement admise. Et à l'arrière, je peux même vous poser une première question. On verra peut-être cette première question après. Ce que vous en pensez de cette définition? Merci. Eh ben, bonjour, merci beaucoup Vincent pour l'invitation, cette sympathique invitation et ce contexte très chaleureux, convivial, auquel on n'est pas habitué en fait, à vrai dire. Donc merci beaucoup. Alors, je vais essayer. Donc, ces questions, elles sont pertinentes. Moi, la question, parmi toutes les questions que tu as posées, la question qui m'intéresse le plus, c'est qu'apporte One Health en plus? Quelle est la plus-value, quel est l'intérêt de penser la question One Health? Donc c'est peut-être ce qu'on va essayer de développer le plus. Mais je vais quand même faire des détours par les définitions, par la présentation de nos activités respectives avec Sébastien, qui en effet, donc on travaille tous les deux juste à côté, donc à l'ENSV FVI, qui fait partie de VétaGrossup. Alors en effet, donc One Health, c'est ces fameuses interdépendances entre la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes. Les vétérinaires sont quand même très très familiers avec ce concept, dont on leur rabat un peu les oreilles. Parfois, j'ai cru comprendre que les étudiants vétérinaires en avaient même un peu ras la casquette de One Health, mais c'est peut-être dommage. C'est peut-être dommage, oui, les études, vous êtes d'accord. Mais en fait, c'est peut-être dommage parce que c'est une super opportunité aussi pour leur profession. Et nous, je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça, mais pour le dire rapidement, donc nous, on est à l'origine, on est des chercheurs en sciences politiques, donc avec des thèses de doctorat en sciences politiques. Et finalement, on va aborder la question One Health, non pas, et ça rejoint une réunion qu'on avait hier justement avec Emmanuel Gillot aussi, qui travaille beaucoup sur cette question One Health en interne. Et c'est vrai qu'on peut avoir une autre... Enfin, je vais pouvoir préciser ça et essayer de le faire un peu clairement. Mais nous, nos démarches en sciences sociales sont des démarches inductives. D'accord ? Ce ne sont pas des démarches hypothético-déductives. Et ça, c'est souvent un petit peu c'est ce qu'il faut avoir en tête pour se comprendre aussi dans ce dialogue interdisciplinaire que demande One Health, puisqu'on ne va pas se poser les mêmes questions, on ne va pas s'interroger sur quels sont les critères d'inclusion et est-ce que ça, on valide, c'est une démarche One Health ou est-ce que c'est un cours One Health ou est-ce que c'est une action One Health ou est-ce que ça ne l'est pas et quels sont les critères de si ça rentre dans One Health, si ça ne rentre pas dans One Health. Nous, c'est absolument pas notre démarche, parce qu'on est dans une démarche inductive qui va s'intéresser donc à les significations pour les acteurs qui les portent. Donc on est vraiment dans des logiques qui sont assez différentes. Donc je vais essayer de rendre ça un petit peu clair. Et l'idée, c'est évidemment d'être dans cette perspective One Health qui veut décloisonner les questions de santé et proposer des pistes pour imaginer
quels seront en fait un petit peu les ressorts pour davantage de solidarité en fait, entre les espèces, entre les territoires, entre les acteurs et les actrices qui portent ces différentes questions en santé humaine. Donc on pense évidemment aux professionnels de santé, aux médecins, aux professionnels de santé animale, bon, on pense aux vétos, et puis aux professionnels des écosystèmes, aux biologistes, aux écologues. Mais alors ce qui est intéressant dans notre approche, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est qu'on approche cette question One Health avec 3 grandes entrées. D'une part, une entrée par les institutions. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le concept One Health devient institutionnalisé? C'est le produit de quoi? Donc on est dans une approche qu'on dit constructiviste en sciences sociales. Et qu'est-ce que ça produit comme effet concrètement, en termes de politique publique, en termes d'action sur les territoires, en termes de gouvernance, qu'est-ce que ça produit comme effet? Donc ça, c'est la première entrée, c'est la grosse entrée institution. C'est celle qu'on porte notamment avec Sébastien. La deuxième entrée que nous portons, c'est l'entrée par les professions. C'est-à-dire concrètement, le concept One Health, donc on connaît la forte implication de la profession vétérinaire dans ces logiques, et qu'est-ce que ça produit dans ces espaces qui sont aussi des espaces de compétition entre des savoirs et entre des professions. C'est pour ça que quand j'entends les vétérinaires qui en ont un petit peu marre d'entendre parler de One Health, je me dis c'est quand même un peu dommage parce que c'est quand même une opportunité et qui s'inscrit aussi dans une stratégie des professions, en l'occurrence la leur, pour compter dans les questions de santé publique et évidemment de risques environnementaux. Et la troisième entrée qu'on travaille, c'est une entrée travail. C'est-à-dire comment, au quotidien, en documentant les pratiques locales des professionnels impliqués sur ces questions, quel sens ça a? Est-ce que c'est porteur de sens, d'ailleurs, oui ou non? Et comment, très concrètement, au quotidien, ça s'incarne, qu'est-ce que ça fabrique, quoi? Donc ces 3 entrées, institution, profession, travail et activité, ça c'est comme ça qu'on va aborder, nous, le concept One Health. Et alors je reviens juste rapidement sur l'approche constructiviste parce que souvent ça dérange un petit peu nous aussi nos étudiants qui sont plutôt les inspecteurs santé publique vétérinaire que nous formons aux sciences politiques depuis maintenant une dizaine d'années dans le cadre d'une collaboration avec Sciences Po Lyon dont on est issus, nous. Et c'est vrai que et c'est dans ce cadre, c'est dans cette dynamique qu'on a fini par s'intéresser aux thématiques One Health, mais après s'être beaucoup intéressé à la profession des vétérinaires, évidemment à l'activité des services, à la sécurité sanitaire des aliments, au travail en abattoir. Moi, j'ai consacré ma thèse de doctorat à la santé au travail des agents de l'État en abattoir de boucherie, et aux relations ensuite entre la santé et la biodiversité, et puis donc à ces fameuses questions One Health. Pas pour en faire... Nous, ça ne nous intéresse pas de faire de la performance de concept. Vous voyez, notre but n'est pas de répandre la bonne parole One Health, mais plutôt de comprendre quels sont les ressorts de l'institutionnalisation, de la mise en politique, de pourquoi à un moment on se saisit de ce concept, d'où vient-il, quels sont les récits de politique publique qui sont derrière ce concept, et quels intérêts, quelles stratégies de certains groupes professionnels porte-t-il et qu'est-ce qu'on a derrière. Donc c'est plutôt pour bien comprendre cette entrée. Et donc pour vous donner un exemple concret de ce qu'on fait, c'est un article d'ailleurs qui est sorti hier, un article qu'on a écrit en collaboration avec Christophe Després, avec qui on travaille beaucoup, qui est donc sur le campus de Landes et qui est économiste. Qui nous écoute. Et en plus, qui nous écoute apparemment. Salut donc Christophe. Je ne sais pas si... ça ne fait pas partie de la procédure apparemment de dire ça. Et donc, et donc avec Christophe, on a sorti cet article donc, dans la RAF, donc il y a une revue que vous devez connaître, que les étudiants vétérinaires doivent consulter s'ils ne le font pas. Et donc là où on retrace ce qu'on appelle ce nexus santé-biodiversité, c'est-à-dire que jusqu'à un certain temps, mais assez tardivement en fait, la compréhension des liens entre santé et biodiversité, elle était essentiellement la suivante. La biodiversité constitue, je fais simple volontairement, la biodiversité constitue une menace pour la santé. Il y a les épidémies, les virus, etc. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment
s'opère et comment se construit un changement de paradigme avec notre jargon, mais un jargon qui s'est quand même vachement diffusé dans la société tout entière. Aujourd'hui, tout le monde parle de paradigme, qui consiste à dire, eh bien, la biodiversité, ou plutôt les pertes en biodiversité, constituent une menace pour la santé publique. Et donc la biodiversité, au contraire, protégerait la santé. Là, on est tout à fait dans un nouveau récit d'action publique. Et ça se fait à renfort de papiers, d'articles. C'est le fameux article de Jones que maintenant tout le monde connaît, que tout le monde cite. N'importe quel article, n'importe quelle manifestation, n'importe quel truc sur One Health commence par cet article. Et ce qui est intéressant, nous, et ça c'est une perspective qui est plutôt celle de l'histoire des sciences, dont je ne suis pas sûre qu'elle soit vraiment enseignée à l'école vétérinaire, l'histoire des sciences. Je ne sais pas vraiment, à vrai dire, je ne suis pas sûre. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est pour ça que je me tournais à droite. D'épistémologie. Et du coup, ça, c'est hyper intéressant. Enfin, et moi, c'est ce que j'essaye de dire aussi aux inspecteurs santé publique vétérinaire, aux vétérinaires, c'est comment vous, les sciences qui fondent évidemment votre activité, votre profession, mais aussi votre légitimité, etc., comment elles sont construites, comment elles sont... Et donc là, bon, bah, évidemment, nous, en plus, on a des stars en France de cette discipline. Il y a Bruno Latour, par exemple, qui est un sociologue donc, qui est récemment décédé et qui est très connu à l'international, etc. Et donc, toute cette dynamique de comprendre comment... Alors, quand je dis ça, attention, parce que ça peut heurter, ça ne signifie pas que c'est pas vrai, ou que c'est pas... Donc, le 75% des maladies, bah oui, en même temps, d'où les virus pourraient-ils provenir, sinon de la nature? Enfin, vous voyez, ce qui est intéressant, ça ne veut pas dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais c'est en tout cas comment un récit se construit, y compris avec des données scientifiques étayées du monde des sciences du vivant. Et comment ça produit, c'est pas juste pour le dire, comment ça, c'est à l'origine de discours, comment ça peut produire des politiques publiques, comment ça peut modifier la gouvernance concrètement, comment avec ça, les vétérinaires deviennent beaucoup plus clairement, disons, des acteurs de la santé publique. Et de ce fait-là, peuvent revendiquer, par exemple, une participation à la gestion de la crise sanitaire, pandémie de Covid-19, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de mettre en perspective la production de ces données, y compris dans le champ scientifique, avec des stratégies d'acteurs, et puis de voir comment tout ça se traduit, nous, concrètement, parce que nous, on est plutôt des sociologues de l'action publique. C'est ce qu'on appelle la sociologie de l'action publique, donc qui correspond à un sous-champ des politiques publiques. Et donc voir comment, en termes de gouvernance, tout ça peut essayer de se mettre en place, mais pas non plus comme ça, évidemment, et quelle résistance ça peut trouver. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre travail. Enfin, on pourrait partager, je ne sais pas si ça se fait, des articles ou de certaines des publications qu'on a pu construire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi de déconstruire éventuellement certaines idées. Évidemment qu'avec la Covid-19, on a beaucoup entendu parler de One Health, et de montrer, en fin de compte, grâce aussi à un travail historique, grâce à un travail de revue de littérature systématique, comment ce nexus santé-biodiversité, donc c'est-à-dire cette nouvelle manière d'envisager les liens entre santé et biodiversité, ça ne s'est pas fait évidemment avec le Covid-19, mais c'est qu'on a eu une cumulation de connaissances scientifiques qui ont forgé, en fin de compte, cette nouvelle manière d'appréhender et donc on a une disponibilité de certaines connaissances, lesquelles correspondent aussi à une histoire des disciplines. L'histoire de l'écologie de la santé, à cet égard, est vraiment passionnante à regarder, qui est une discipline assez récente, finalement, et de voir comment cette discipline joue un rôle et s'inscrit dans cette... Donc voilà, donc nous, on s'amuse beaucoup, en fin de compte. Notre amusement principal, c'est de regarder un peu comment les connaissances sont produites, comment elles circulent, comment elles sont diffusées. Et par exemple, sur l'histoire de One Health, alors bien sûr, donc il y a la définition, la quadripartite, l'OLEP, donc tout ça, je pense que les étudiants vétérinaires connaissent à peu près, le One Health High Level Experts Panel, donc qui sont à l'origine de cette définition maintenant officielle de One Health. Et on a un Français en plus, super connu dans cette organisation, qui est donc Serge Morand, qui donnera d'ailleurs une conférence lundi
ici, enfin en distanciel, mais qui sera quand même présent. Donc il y a toute cette histoire, et évidemment il y a des jalons historiques qui sont très importants. On connaît le rôle de la Wildlife Conservation of Society, donc toute la partie conservationniste, on connaît le rôle des vétérinaires, etc. Donc je ne vais pas refaire l'histoire, qui est une histoire assez longue et qui est documentée, qui est écrite par ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comment tout ça s'articule, et enfin, comment on se saisit de ces connaissances et de ces concepts pour répondre en fait, à des questions particulières. En l'occurrence, One Health s'est diffusé vraiment, a servi, enfin, comment dire, à gagner un petit peu, enfin, en termes d'institutionnalisation, hein, c'est le concept carrément qui a gagné par rapport aux autres concepts que tu citais tout à l'heure. Et une des étapes dans cette victoire quoi, de ce concept par rapport aux autres, c'est que One Health a servi, a été un véritable outil de pacification dans le contexte de la gestion de crise sanitaire globale entre les trois organisations internationales, FAO, OMS, ex-OIE, OMSA. Et là, ces crises sanitaires dans les années 2000 posaient la question du périmètre de qui intervient sur quoi. Et vraiment, là, One Health a... et c'est vraiment ce qui explique en partie le succès de ce concept, c'est que c'est vraiment cet usage en termes d'instruments de pacification, en fait, en fin de compte, entre les trois organisations internationales. Donc One Health, c'est avant tout le fruit d'injonctions internationales, notamment parce que ça a servi ponctuellement à mettre d'accord ces trois organisations internationales sur qui fait quoi, en fait. Hein. Parce que souvent, c'est la grande question, la grande question de la science politique, c'est le qui gouverne. Qui gouverne, qui décide. Qui est parfaite, je pense, parce que je reprends le micro parce que je pense qu'on entend mieux. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Et du coup, avant de rentrer plus dans les détails, peut-être rebondir sur des éléments que tu as déjà décrits. Là, tu finissais justement sur le fait que finalement, à l'origine, c'est plutôt un concept qui a trouvé son intérêt dans les interactions entre les institutions au niveau international. Et en fait, un des objectifs aussi d'aujourd'hui, c'était de voir en quoi ça se traduit aussi très localement, très concrètement. Et du coup, je demandais à Sébastien, donc si tu peux nous présenter un exemple, par exemple, de mise en œuvre au niveau local, alors te présenter également en quelques minutes, puis un exemple de mise en œuvre au niveau local du One Health, du concept One Health. Merci Vincent, merci pour cette invitation à parler justement de ces questions qui sont au cœur de notre établissement. Et donc VetaGrosSup est aussi partie prenante en fait de tout ça, de tout ce qu'on évoque, hein, parce que c'est un acteur clé au niveau national et même international de ces questions. Juste avant d'évoquer l'exemple, je voulais juste un peu synthétiser un petit peu assez rapidement ce qu'a évoqué Amandine sur la posture des sciences sociales pour que notre message aussi passe d'une certaine manière, parce qu'on a beaucoup de sollicitations à intervenir dans des projets et dans des interventions aussi, de conférences, séminaires sur ces questions de One Health. C'est pour que les gens comprennent bien aussi ce qu'on peut apporter et le message qu'on veut faire passer. C'est que, en fait, nous, quand on fait des sciences sociales de manière inductive, comme l'a présenté Amandine, on n'est pas là pour dire ce qu'il faudrait que les choses soient, ce que pourrait être One Health ou ce que devrait être One Health. On est juste là pour faire le constat de comment les gens s'en saisissent, comment les institutions s'en saisissent au quotidien. Et Amandine a utilisé la sociologie de l'action publique. Là, on a un manuel qui circule sur la sociologie de l'action publique telle qu'on l'enseigne à l'ENSV dans le cadre du Master Pagers. Et en fait, on se sert surtout de la sociologie des organisations. Et la sociologie des organisations, elle nous permet en fait de s'intéresser aux intérêts et aux stratégies des acteurs. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, on est docteur en sciences politiques, mais on a parfois même une vision qui est assez apolitique des choses, des politiques publiques, de la manière dont elles se font, parce qu'on ne s'intéresse pas forcément à la question des idées, aux idées des acteurs, mais on s'intéresse plutôt à leur stratégie, aux relations à l'intérieur d'une organisation. Et on considère d'emblée que les acteurs ou les institutions ont toujours une bonne raison de faire ce qu'ils font. Donc on a une posture un peu empathique par rapport à ça. Et donc on ne cherche pas la vérité en fait. C'est-à-dire on pourrait dire que tout le monde a raison, on ne cherche pas la bonne définition, on ne cherche pas le bon positionnement. Et on regarde comment One Health s'est mobilisé, utilisé
et avec différentes stratégies qu'on essaye de comprendre. Donc on part vraiment des acteurs, du terrain et de la manière dont les gens vont travailler ensemble ou vont avoir des difficultés à travailler ensemble, et on va avoir des frontières, des compétitions qui évoluent. Donc c'est vraiment pour résumer le message par rapport à notre posture de sciences sociales par rapport à ça. Et en termes d'exemples, alors je ne veux pas dire que je vais être chauvin, mais je vais parler finalement de ce qu'on fait dans les services vétérinaires, donc dans les directions départementales de la protection des populations, pour montrer que d'une certaine manière, à la fois historiquement et encore plus aujourd'hui, dans les territoires, on fait, on va dire, du One Health, et donc on voit bien que les vétérinaires revendiquent cette posture-là. Et donc, dans le livre qui circule, le livre qui est sorti l'an dernier, donc sur sortir des crises, One Health en pratique, qu'on a fait donc avec Serge Morand et Gwenola Lenaour. Et donc, il y a pas mal de personnes de VetaGroSup qui ont contribué à ce livre, dont une dizaine de personnes, campus agro, campus veto. Et on voit bien que, notamment dans une des contributions, on voit bien comment les services de l'État au niveau déconcentré, c'est-à-dire dans les départements, peuvent avoir des actions qui concernent à la fois les problématiques d'alimentation, d'environnement, de santé animale, et puis, in fine, surtout de santé publique, donc de santé humaine, hein, parce que c'est quand même l'une des préoccupations, et donc peuvent développer des projets ou en tout cas contribuer à la surveillance et à se mobiliser sur des enjeux de One Health. Donc on voit bien qu'au niveau local, d'une certaine manière, on fait du One Health et on arrive à travailler parfois selon les contextes locaux avec d'autres acteurs, par exemple des ARS, des agences régionales de santé, ou des collègues notamment de l'OFB, de l'Office français de la biodiversité, et on arrive à le faire en fonction de certaines crises qu'on a à gérer, en fonction de certaines politiques qu'on met en place, notamment sur l'alimentation. Donc il y a pas mal d'exemples qui sont évoqués dans le livre. Et parfois, ce qui se met en place en fonction finalement des modes de collaboration qui sont très personnalisés aussi, on a du mal à le retrouver au niveau national. Alors qu'au niveau international, Amandine l'a souligné, on a des espaces de dialogue, d'échange qui sont assez fructueux, où on arrive à s'entendre entre professions, entre disciplines, au niveau de la recherche et puis au niveau des organisations internationales sur ces questions de One Health ou sur ces questions de gestion de crise. Parfois, c'est le niveau national qui pêche un peu, où chacun, d'une certaine manière, va avoir tendance à revendiquer sa stratégie One Health. Alors qu'au niveau local, alors je prenais l'exemple des services de l'État, mais on peut prendre l'exemple aussi de collectivités locales qui parfois peuvent mener des projets assez ambitieux, ou en tout cas expérimenter des projets One Health, de prise en compte de ces enjeux de nature, de gestion de risque, qui ne sont pas toujours reproductibles parce qu'ils dépendent de contextes locaux et qui sont portés par des acteurs qui se mobilisent sur ces questions. Mais dans les territoires, c'est vraiment l'échelle d'action la plus pertinente pour observer ces questions et ces projets autour de One Health. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette introduction. Je pense qu'il y avait au moins une question, même avant le début, donc je sais qu'il y a au moins une question dans le public. Est-ce qu'il y a des questions de l'audience qu'on pourrait relayer? Peut-être commencer, Vincent. Merci. Merci à tous pour toutes ces informations. Moi, j'avais un petit commentaire, peut-être une question. Amandine, tu as évoqué effectivement le risque, ou je ne sais pas si on en est déjà là, mais le risque de fatigue One Health. Moi, ça m'a fait penser aussi à une expérience. Donc en 2006, à partir de 2006, on a eu la grippe aviaire, la crise de l'influenza aviaire, qui avait permis aussi au monde vétérinaire, entre guillemets, de se positionner sur ce risque, sur cette situation d'urgence un peu, quoi. Et effectivement, on avait eu aussi, au bout d'un certain temps, le message comme ça de la fatigue grippe aviaire qui était revenu. Donc je ne sais pas si on en est vraiment là pour le One Health, mais en tout cas, peut-être un des enjeux, c'est effectivement de continuer à avancer sur les axes stratégiques, mais toujours en ayant la possibilité de revenir sur des exemples opérationnels concrets, probablement, quoi. Et la question, c'est est-ce qu'à votre avis, sur le thème du One Health, est-ce qu'il existe un positionnement spécifique de la France par rapport aux enjeux One Health en matière d'expertise, en matière de retour d'expérience ou bien en matière de leadership au niveau international, sur les démarches en cours que vous avez évoquées, notamment
genèse de ce concept au niveau international. Alors peut-être, oui, le micro il marche aussi celui-là. Sur la remarque que tu as faite, moi je pense que tu as raison de souligner ça, le risque de l'essoufflement, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que notamment depuis la crise Covid, il y a énormément de débats, de conférences, de groupes de travail, de choses qui se sont mis en place. Et effectivement, si ça ne se traduit pas assez rapidement par des choses assez concrètes, des projets, il y a un vrai risque d'essoufflement, même au sein de nos établissements. Et donc, il faut faire attention à ça. Et bon, après, ça fait partie aussi des processus d'institutionnalisation sur lesquels Amandine est revenue. Donc ça, il faut être attentif à ça. Et nous, on est là pour observer, documenter comment les choses vont se passer. Et ensuite, sur la question de la position de la France et du modèle, Amandine l'a souligné aussi, c'est-à-dire que derrière toute cette institutionnalisation, cette histoire que tu as présentée, effectivement, la France joue un rôle clé à travers le modèle sanitaire qu'elle défend, à travers la place un peu particulière aussi de la profession vétérinaire en France et à l'international. Donc oui, on peut assez rapidement documenter que la France et certains vétérinaires, certains personnages ont joué un rôle clé, que ce soit à l'OMSA, donc le directeur de l'OMSA, notamment Bernard Valla, a joué un rôle clé dans cette vision un petit peu, pour défendre en quelque sorte l'OMSA par rapport aux autres institutions qui ne sont pas du tout de la même taille. Quelqu'un comme Jean-Luc Angot aussi joue un rôle clé à l'international et au niveau national sur ces questions. Je pense que le NSV aussi contribue à ça et VetAgroSup aussi. Donc il y a quand même une sorte de modèle et il y a une vision quand même de la gestion des crises, de l'anticipation, de la préparation qui est défendue et qui correspond un peu au modèle sanitaire qui est défendu en France et en Europe. Juste sur la lassitude de One Health, je reviens là-dessus parce que c'est important pour notre établissement, alors qu'en fait, quand on sort de notre petit monde, One Health, c'est un concept qui n'a pas encore pénétré le reste du monde, disons. Donc il y a un décalage, je pense, entre nous aussi, notre perception qui un peu sur notre planète One Health, là, et le reste de la population. Donc ça, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se fatiguer avant d'être arrivé à l'objectif, quoi, je pense, qui est quand même ensuite de parler à l'ensemble de la société. Et puis, par ailleurs, moi, je dirais que, on voit bien, on fait partie de groupes d'expertise, de machins, de plein de trucs sur One Health, et on voit bien que, en fin de compte, moi, c'est ce qui m'intéresse dans One Health, c'est que One Health, en soi, c'est un concept et une approche qui sont tout à fait paradoxales. C'est-à-dire que, et y compris dans la manière dont le concept est institutionnalisé. C'est-à-dire que les références principales qui sont mobilisées, on a évoqué Serge Morand, on voit bien que tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde ne met pas exactement les mêmes choses derrière ça, qu'on peut avoir des références qui sont par exemple complètement antiproductivistes derrière le modèle One Health, et qu'on peut avoir quelque chose qui s'apparente plus à du lobbying administratif de la part de certains corps ou bien de professions particulières, notamment les vétérinaires. Donc, ce qui est intéressant, et One Health, à mon avis, la pérennisation du concept, même si c'est toujours la question en cas d'institutionnalisation. On a connu la même chose sur le développement durable. D'ailleurs, les parallèles avec le développement durable peuvent être assez féconds, à mon avis, à penser. Enfin, nous, on le fait on a des collègues qui ont beaucoup travaillé sur le développement durable. Il y a des dynamiques qui sont en partie similaires. Mais donc, on a vraiment des contradictions, des conflits entre les différents usages et ce qu'on met derrière One Health. Et on voit bien que tout le monde est un petit peu attentif c'est ta question de départ qui est la seule question finalement qui soit vraiment importante. C'est qu'est-ce que ça apporte en plus ? C'est encore la discussion qu'on avait hier avec Florence Héral aussi, qui est très mobilisée aussi sur l'établissement, sur les questions One Health. One Health, ça ne peut pas être que la question des interdépendances et de l'interdisciplinarité. Les gens sont attentifs à finalement quel modèle de société différent éventuellement ça discute. Est-ce que ça permet, oui ou non, d'avoir une lecture moins anthropocentrée dans les politiques publiques ?
dans la façon dont on pratique nos disciplines, toutes disciplines scientifiques comprises. C'est un peu ça l'enjeu. Donc c'est finalement au lieu de parfois ce qu'on a tendance à voir, d'éluder un peu les conflits et de dire allez on est tous One Health. Ben non, en fait le succès pour moi sera là si on se confronte à ces conflits et à ces différentes représentations et ces différentes motivations derrière le concept One Health. En particulier d'ailleurs la question de l'anthropocentrisme, quoi. Donc c'est un peu c'est ta question de départ, qu'est-ce que ça apporte en plus. Ensuite, aux vétérinaires, pour moi ça va de soi ce que ça apporte en plus en tant que profession, que groupe professionnel. Aux politiques publiques, c'est compliqué parce que nous on est au départ des spécialistes des politiques publiques. Les politiques publiques par nature elles sont sectorielles. Les politiques publiques intersectorielles, alors on en a beaucoup fait sur l'urbain, Sébastien connaît très bien ces problématiques-là, mais l'intersectorialité dans les politiques publiques, c'est pas du tout quelque chose d'évident. Les politiques publiques, par nature, elles sont sectorielles, donc il y a des défis et il y a une façon de repenser les politiques publiques, là c'est assez stimulant, quoi, d'ailleurs, mais stimulant, mais pas évident. Et puis après, c'est une vraie opportunité, ce que ça apporte en plus, c'est pour la santé publique, en fait. On a bien vu pendant la pandémie de Covid-19 qu'on avait quand même des petites difficultés, que la culture de santé publique en France n'était pas tout à fait quand même au top, disons, et que nous, modestement, on apporte aussi notre contribution. C'est bien pour ça qu'il faut aussi essayer en tout cas de nos écoles, de notre expertise. C'est ce qu'on essaye de faire avec la fresque One Health, par exemple, avec Florence, d'essayer d'aller aussi vers les gens, tout simplement. Enfin, et la santé publique souffre quand même de plusieurs crises. La culture de santé publique, mais aussi la santé publique n'est pas, en termes professionnels, y compris chez les médecins, n'est pas ce qui est le plus valorisé. En santé animale, la question se pose aussi, quoi, de l'attractivité des postes, de la question de la valorisation de la santé publique. La santé publique, un troisième gros défi pour la santé publique, c'est quand même la question de la démocratie sanitaire, de la place de la population, des gens. Et ça se pose pour les médecins, mais ça se pose aussi forcément pour les vétérinaires, pour tous les professionnels. Et moi, il me semble comme ça, mais que One Health peut, effectivement, si on se confronte aussi aux conflits et aux différentes perceptions qui lui sont inhérents, en tout cas, c'est une opportunité pour repenser un certain nombre de choses dans le monde de la santé publique qui souffre quand même d'un certain nombre de critiques à son endroit. Merci. Oui, bien sûr, c'est fait pour. Ouais, mais une première réaction et puis après on prend la question. Ça me parler dans le micro. Alors moi, je sais pas, ma compréhension du One Health, c'était, oui, la santé globale, donc les liens entre la santé des écosystèmes et entre celle de l'homme et avec celle de l'homme. Et du coup, je suis pas vraiment d'accord avec vous quand vous dites que One Health c'est très présent au sein de l'école et moins présent ailleurs. Pour moi, c'est plus l'inverse parce que, je pense à tous les gens qui sont en transition écologique dans leur pratique, par exemple en agriculture et qui ont vraiment cette sensation, cette vision que qu'il faut faire attention à préserver la biodiversité pour préserver leur propre santé et préserver la santé globale en fait. Et du coup, je trouve que je trouve que l'école est plus en retard par rapport à ça parce que je trouve que, moi personnellement en tout cas, ça a un peu remis en question ma vocation et je sens pas de questionnement par rapport à ça, particulièrement au niveau dans l'établissement. Et c'est vrai que moi je me suis remise en question surtout par rapport à quel sens donner à ma profession dans un monde où le végétarisme est de plus en plus promu parce que pour ses vertus, pour
pour l'environnement par rapport à l'impact CO2. Les animaux de compagnie, c'est pareil, ils émettent aussi du CO2. Enfin, du coup, j'ai du mal à trouver du sens et je trouve que, enfin, j'ai ce questionnement et je n'ai pas beaucoup d'écho de ce questionnement ni de. J'ai l'impression que, il n'y a pas trop de répercussions sur l'école, sur la formation, ce qu'on nous dit, etc. Donc, voilà. C'était ma réaction. Je laisserai la parole à Amandine pour répondre à certains points. Pour nous, c'est pas facile de répondre à ça parce que on n'est pas là forcément pour ou critiquer ou dire des choses sur la formation en tant que telle. Il y a d'autres espaces. Il y a un groupe de travail One Health qui est mis en place au sein de l'établissement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on comprend effectivement ce que vous ressentez. Parce que ça bouge beaucoup. On a l'impression que ça bouge beaucoup autour, que ça bouge aussi ailleurs. Nous, on a vu aussi ce qui était enseigné, par exemple, dans d'autres écoles vétérinaires à l'étranger, sur ces questions, qui vont sans doute beaucoup plus loin, notamment en Belgique. Le constat qu'on fait, c'est que voilà, la profession vétérinaire et l'enseignement vétérinaire, il a sa propre histoire, sa propre structuration, et d'une certaine manière, il est assez conservateur, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de place, il y a beaucoup d'enjeux, de formation, de spécialisation. Et effectivement, on peut comprendre que vous aviez le sentiment que ça n'aille pas assez loin, mais sur d'autres aspects, nous aussi, on regrette parfois un petit peu, on fait un petit appel du pied sur le fait que les sciences sociales ne sont pas trop enseignées dans les écoles vétérinaires, alors qu'on est juste à côté. Alors, nous, on a un regard un peu biaisé parce que du côté de l'ENSV, effectivement, dans le cadre des formations qui sont proposées aux inspecteurs de santé publique vétérinaire, on va plus loin sur la question des sciences sociales, sur la question du management. Et donc, du coup, on est d'emblée aussi sur des problématiques de santé publique beaucoup plus larges. Mais oui, il y a un gros travail à faire et qui va être fait, je pense, en interne. Et voilà, Emmanuel Gillot, Florence Herral, on les a évoqués et participent donc à cette dynamique-là, avec plein d'autres personnes aussi, Vincent qui est là, et il y a plein d'enseignants qui travaillent à ça. Et ça va sans doute bouger, mais c'est assez logique que vous ressentiez ça pour l'instant. Oui, en effet, quand je dis VétaGrosSup, c'est vrai que mon regard il est quand même biaisé parce que malheureusement je ne donne pas encore de cours d'introduction aux sciences sociales à l'école vétérinaire. Mais oui, c'est vrai qu'on peut. Mais c'est vrai qu'on a développé les premières formations One Health avant la pandémie, notamment un diplôme d'établissement qui s'appelle One Health en pratique. En quelle année du coup? En 2019, parce que c'est Sébastien l'historien, il dit que je me trompe toujours dans les dates. Donc en 2019, et à la suite de ça, on a développer plusieurs formations One Health. Donc c'est vrai que moi j'ai cette impression qui est certainement biaisée, et on fait aussi partie de groupes d'experts internationaux qui réfléchissent à c'est quoi un enseignement One Health, et ce qui répond en partie à votre question. Et donc on a pu comme ça, je l'ai sous les yeux, tu vois, dire voilà, pour nous un enseignement One Health, c'est d'abord sensibiliser à l'environnement et au raisonnement systémique. C'est apporter des contenus croisés pour permettre de s'approprier des problématiques éloignées de celles du domaine d'études de départ. Et c'est réunir des professionnels et des étudiants autour de thématiques spécifiques pour s'entraîner à collaborer. One Health, c'est un concept, mais c'est aussi une approche, quoi. C'est la question de la collaboration. Et puis auquel on ajoute, nous, c'est réfléchir à la question de comment on peut penser de manière un petit peu moins anthropocentrée l'activité, le travail. Donc en tout cas, on peut poursuivre après la discussion au-delà de cet espace-là, mais on a un certain nombre de propositions à faire, de réponses. Ça fait 4 ans qu'on réfléchit pourquoi un enseignement One Health, qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les limites aussi, comment et beaucoup encore hier avec Florence d'ailleurs, je disais. Mais c'est vrai que je comprends votre point de vue. Après, on pourra en discuter après. Merci beaucoup, je t'en prie. Oui, moi je trouve que ton commentaire est super intéressant. Je ne pensais pas en parler, mais vous n'êtes pas très loin et vous pourrez rapidement faire peut-être des cours au sein du cursus, finalement. C'est peut-être comme ça que ça va commencer. Il y a le master à la fin, mais il n'y a rien de mieux que de commencer tôt. Mais je te rejoins. Et juste une toute... On donne des cours à la fac de médecine, par exemple, nous, et pas à l'école vétérinaire, ce qui peut paraître surprenant, mais à la fac de médecine, dès la 2e année, on donne des cours sur One Health, mais aussi on les sensibilise à l'histoire des sciences, aux sciences sociales et politiques. Ouais.
Je voulais juste rebondir sur la lassitude, même si ce n'était pas au début de ma question. Je pense qu'il ne peut pas. Enfin, je suis une convaincue de One Health, mais pas pour des raisons conceptuelles nécessairement, mais pour des raisons vraiment pratiques d'application. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir de lassitude s'il y a une prise en main pratique, et surtout si on remet toujours en question ce concept, parce qu'il est riche puisqu'il a 3 grands volets. Donc la lassitude, pour moi, ne peut arriver que si les gens restent très anthropocentrés et très statiques dans leur attitude et leur corporatisme. Donc moi, je ne suis pas inquiète du moment qu'il y a toujours des gens qui réfléchissent. Ma vraie question, c'était plus, et tu as prononcé le mot que je voulais prononcer, c'était anthropocentré. Je trouve que d'un côté, c'est très bien d'avoir des gens des sciences sociales. Je suis vétérinaire, des gens des sciences sociales qui interviennent parce que justement ça nous permet d'avoir un recul, une approche différente et de ne pas rester dans l'entre-soi. Mais de l'autre côté, j'ai pas peur parce que je vois bien que vous êtes super ouvert, mais pour moi le concept One Health, il doit pas rester anthropocentré. Et du fait même par définition que vous veniez des politiques publiques, des sciences sociales, c'est un tout petit peu trop anthropocentré pour moi. Voilà. Et donc ma vraie question, c'était est-ce que vous trouvez que depuis le début du lancement du concept One Health, il y a une évolution, je l'espère entre guillemets, de ce concept vers plus d'écologie? Ça rejoint ce que tu disais, plus de conscience écologique, et que finalement, il ne faut vraiment pas qu'on soit anthropocentré, il faut vraiment que cette interface des 3 cercles glisse vers la conscience écologique, parce que ça ne peut pas, One Health, être un truc anthropocentré, sinon ça faillite, pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut commencer? Je précise juste qu'il va nous rester un peu plus de 10 minutes. Sur l'anthropocentrisme. Vous avez 2 minutes sur l'anthropocentrisme maintenant, dans les politiques publiques. Oui, c'est une bonne remarque. Il y a un vrai risque, effectivement. On ne l'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent. Aujourd'hui, il y a un vrai risque d'avoir une approche très zoonotique, en fait, un dialogue entre médecins et vétérinaires. Et on le voit beaucoup dans finalement la structuration, dans les définitions qui sont proposées, dans les projets. Et effectivement, la dimension environnementale arrive un petit peu plus difficilement, parce que il y a, l'environnement. Enfin, d'un côté, on a les médecins, les vétérinaires qui sont structurés par profession, par institution. C'est assez logique, et donc qui ont leur propre lobby, leur propre corporation. Et du côté de l'environnement, on n'a pas exactement la même chose. Donc ça avance, ça progresse, mais c'est un des défis d'intégrer bien sûr l'environnement. Et donc là-dessus, il faut être vigilant, il faut travailler, il faut être attentif à justement à sortir de cette approche un peu trop zoonotique. Et je voulais souligner, parce que j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, une des démarches assez intéressantes et qui ne s'inscrit pas complètement dans une démarche de sciences sociales au sein de l'établissement, en partie, mais pas que centrée sur les sciences sociales, c'est l'option qui a été mise en place sur le campus agronomique, l'option agriculture, environnement, santé, territoire, qui existe quand même depuis 2017, donc c'est encore avant les formations qu'on a mis en place. Et voilà, on les appelle un peu les ingénieurs One Health. Et du coup, là, c'est une option qui a quand même pas mal de succès, qui peut accueillir des vétérinaires et qui n'en accueille pas pour l'instant. C'est assez dommage. Et avec des modules de formation qui sont organisés sur tous les campus. Et en tout cas, voilà, eux, ils ont une vraie préoccupation. L'option, ce que les gens viennent chercher, notamment, c'est les approches écologiques. Ils viennent pour ça. Donc ça, c'est intéressant, et c'est là-dessus qu'il faut valoriser. Oui, moi je trouve que, en discutant avec des amis qui sont en agro, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal en avance sur nous. Au niveau de ces questions-là, en tout cas, ils ont l'air assez bien lancés. Voilà. Attention en reposant le micro, parce que je crois que ça, ceux qui suivent sur YouTube, à mon avis, ça doit pas être très agréable. Et par rapport donc One Health, j'ai bien entendu que c'est une opportunité en fait de repenser les différents problèmes. Et dans quelle mesure One Health peut être intégré, puisque ça touche la santé, à la qualité de vie au travail, c'est-à-dire est-ce que ce ne serait que secondaire, ou est-ce que ça peut être repensé de manière plus directe, parce que là on touche
Au premier abord, on dit One Health, on pense santé, donc les acteurs de santé et les actions concrètes, qui est tout à fait bien envisageable et ce dont on a besoin. Mais en terrain de fond, on sait qu'il y a une problématique de santé qui est la qualité de vie au travail et dans quelle mesure One Health peut être en connexion, peut apporter, puisque c'est une question de vision. Quelle serait votre réponse Je ne sais pas exactement ce que vous avez en tête, mais moi, ce que ça m'évoque, la question de la santé au travail, c'est surtout la question du sens du travail. Et, c'est ça. On se rejoint. Et donc, c'est ce qu'on dit. Alors ça, c'est... Donc en sociologie, on a un grand courant qui s'appelle la sociologie du travail, qui est d'ailleurs très associé à la sociologie des organisations, et dans laquelle on pense différemment le métier, la profession et le travail, et l'activité. Et l'activité au sens travail, c'est non seulement le travail qu'on fait au quotidien, mais aussi le sens qu'on met dans ce travail, le sens qu'il a pour la personne qui réalise le travail. Ça, c'est l'activité de travail. Si ça vous intéresse, ça peut être l'occasion d'ouvrir sur d'autres questions. Il y a un Français qui est très connu et qui s'appelle Yves Clos, C-L-O-T, et là, tout le monde peut se régaler en lisant Yves Clos, qui fait de la psychodynamique du travail et qui s'intéresse justement à cette question. Et là, c'est tout, peu importe ce qu'on fait comme travail. Et donc, la question du sens au travail, nous, on l'a pas traité, pas vraiment pour la question des vétérinaires, mais surtout pour dans le contexte de l'agriculture. Et on avait démarré ce travail avec Audrey, Gaëlle, du campus agro aussi, et avec aussi Christelle Bosque d'ailleurs, sur la question sous-jacente un peu de est-ce que ça peut être une opportunité pour réenchanter le travail dans une certaine mesure, surtout dans l'agriculture où il y a bien besoin de reposer cette question du sens et là-dessus, alors ça rejoint aussi, c'est aussi les questions de la pédagogie qu'on se pose dans nos formations sur One Health, parce qu'effectivement ce qu'on veut c'est de voir des initiatives, de voir de comment ça marche en concret, donc en cohérence avec ça, c'est pas une succession de confs sur des définitions, parce que ce qui est le plus pénible quand même sur One Health, c'est la première heure d'introduction sur est-ce qu'on parle de One Health, de Global Health, de Eco Health, donc ça, si on peut s'en passer, on est quand même content. Et on fait par exemple une visite, tu pourras en parler mieux que moi, mais qui est vraiment intéressante sur la question du sens au travail de cet éleveur qui, selon lui, élève non pas des vaches mais des microbes et donc là ça s'inscrit vraiment dans une réflexion vraiment plus générale sur sa place dans les écosystèmes qu'il travaille, mais aussi de la nutrition animale au rendu dans son produit, au contexte de sa ferme, etc. Et donc là, là on est sur un super cas d'école de penser comment penser les choses de manière un peu connectée, mais comme la plupart du temps les gens le pensent en vrai dans la vie en fait, c'est les professions et les institutions qui séparent, mais ça c'est un bon exemple, non ? Oui. Oui, il reste encore 5 minutes. Oui, c'est un exemple du coup qui est bien travaillé du côté du campus agro. Ils connaissent très bien cette ferme, la ferme de Patrice Chassard notamment, et qui fait du fromage de Saint-Nectaire. Et on a vraiment une vision globale avec quelqu'un qui est agronome de formation, qui a développé cette ferme familiale, qu'il défend comme un modèle justement d'élevage de microbes. Et il pense, il y a vraiment une réflexion globale sur l'activité du sol jusqu'au produit final. Mais on pourrait prendre d'autres exemples où, d'une certaine manière, les gens font aussi du One Health sans le savoir ou essayent de trouver du sens à leur action par leur activité. Et effectivement, c'est une question très importante, et notamment auprès des jeunes générations à travers les études, parce qu'on voit bien la difficulté qu'on a au niveau notamment des vétérinaires, mais même aussi des agronomes. Et même chez nous, notre public, plutôt d'élèves, stagiaires, fonctionnaires, pour qu'ils puissent trouver du sens à leur travail et faire en sorte que on n'ait pas de... les reconversions sont plutôt bienvenues et souhaitées, mais en tout cas qu'on n'ait pas de perte en ligne, parce qu'on a une vraie difficulté
voilà, que deviennent nos élèves vétérinaires, nos élèves agronomes, et puis nous aussi, on voit au niveau de la fonction publique qu'on a des gens qui arrêtent ou qui font autre chose. Et il y a des vraies questions à se poser aujourd'hui sur le sens du travail. Juste une question courte, un petit peu transversale. J'ai la conviction que les fronts de sciences ils vont être sur la transdisciplinarité, donc ce qui passe par de la formation à des approches systémiques, holistiques, globales et ainsi de suite. Et est-ce que le One Health ne pourrait pas être un support de ça dans la formation pour en montrer tout l'intérêt et tout le potentiel ? Oui, on est assez d'accord en fait, hein. Mais c'est un gros travail finalement auquel l'établissement est plutôt bien préparé pour le faire. Mais hier, encore une fois, Amandine l'a évoqué plusieurs fois, on avait une réunion avec Thibaut Porphyre, Emmanuel Gillot et Florence Serral, auquel devait aussi participer Christophe. Et avec le Master International One Health, on se pose plein de questions sur justement qu'est-ce qu'on en fait, comment on travaille ensemble. Et on se pose des questions sur comment c'est perçu par les étudiants et qu'est-ce qu'on leur donne comme travail en fait en termes d'évaluation. Et donc là, on peut avoir, je pense qu'on est bien placé au sein de l'établissement pour engager cette réflexion sur la rénovation de nos cours, la rénovation de nos modes d'évaluation, la pratique enseignante, les nouvelles pédagogies avec des animations, des ateliers, la fresque. Et il y a un gros défi justement pour construire cette trans ou interpluridisciplinarité sur ces questions. Et c'est pas simple parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et on dit souvent que voilà, pour faire de la transdisciplinarité, il faut déjà bien connaître nos frontières disciplinaires. Et des fois on ne se connaît pas assez entre nous. Et on voit bien que les sollicitations qu'on évoquait tout à l'heure, elles ne sont pas très simples. Pour nous, ce n'est pas facile de se positionner des fois en arrivant comme sociologue dans des projets ou dans... il faut essayer de penser autrement ce dialogue et ces passerelles entre disciplines. Mais c'est un gros défi et que peut relever l'établissement. Ouais. On fait des progrès. Est-ce qu'il y a encore une question Pardon. Est-ce qu'il y a encore une question ou pas? Il nous reste très peu de temps, mais sinon je vais conclure. Sauf si vous avez un message en plus à faire passer. Non. Du coup, je vous remercie pour vos éclaircissements, les éclairages que vous avez donnés aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça... Il y a un truc qui m'a fait sourire un peu, c'est quand tu as parlé des différentes définitions que chaque groupe d'intérêt finalement donnait au groupe One Health, au concept One Health, et puis que finalement, en fait, on se rend compte derrière que si on caricature, il y a des bons et des mauvais One Health. Hein, si on passait... Exactement. Non mais tout à fait. Et je trouve qu'effectivement c'est un point qui est passionnant. Donc merci à tous pour nous avoir suivis, pour votre participation. C'était très dynamique aujourd'hui. Il y a aussi une quinzaine de personnes qui nous suivaient sur YouTube. Et malheureusement le chat n'était pas disponible, donc je suis désolé pour vous, vous n'avez pas pu poser de questions, mais j'espère que vous avez pu Exactement. Donc il me reste à vous donner rendez-vous pour le prochain Expressions dont la date n'est pas encore fixée. Donc je vous dirai, ce sera à peu près dans un mois. Et puis à une prochaine et merci à tous les deux. Merci, au revoir.